Savais-tu que toutes les 3 secondes, une personne dans le monde développe une démence? C'est un chiffre brutal. Mais au-delà du nombre, il y a une mère qui commence à oublier le nom de sa fille, un grand-père qui se perd en rentrant à la maison, une tête qui s'effondre goutte à goutte. Et le plus étonnant, ce qui m'a amené ici aujourd'hui avec une urgence qui ne me laisse pas dormir, c'est qu'une partie de ces tragédies pourrait avoir été évitée. Une nouvelle vérification scientifique a mis en lumière plusieurs médicaments que l'on utilise tous les jours, avec toute la normalité, même avec confiance. Des médicaments que tu pourrais avoir maintenant dans ta boîte, prescrits par des médecins bien intentionnés, mais dont l'effet occulte sur le cerveau commence à devenir plus clair et plus préoccupant. Si tu as plus de 60 ans, si tu t'occupes de tes parents, ou simplement si tu cherches à protéger ta lucidité dans les prochaines années, je te demande de rester. Parce qu'un de ces médicaments, qui se présente comme la solution à un simple mal-être, peut accélérer de façon invisible la détérioration de ta mémoire, de ta capacité à raisonner, à reconnaître, à vivre avec autonomie. Je suis le docteur Sanchez, et pendant plus de 2 décennies, j'ai travaillé en médecine de l'adulte plus âgé. J'ai vu comment une conversation à temps change le destin d'une famille entière. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de théorie. J'ai des données, des études publiées et une vérité méconnue qui n'est pas encore arrivée à de nombreuses consultations médicales. Je vais vous révéler les 4 groupes de médicaments qui sont les plus liés au risque de démence chez l'adulte plus âgé. Et le plus important, quelles sont les options les plus sûres que vous pouvez proposer avec votre médecin? Le dernier de la liste est le plus commun et le plus terrifiant. Accompagnez-moi, parce que comprendre ceci n'est pas seulement pouvoir. Dans ce cas, c'est la liberté mentale, c'est la dignité. Mais avant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la démence. Parce que seulement en comprenant l'ennemi, nous pouvons nous défendre avec la vérité. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque immense, avec des millions de livres. Chaque souvenir, chaque mot, chaque émotion est là, archivé avec précision. Dans la démence, les bibliothécaires, vos neurones, commencent à disparaître. Tout d'abord, on perd les notes du jour. Ensuite, les noms, les visages. Puis, la capacité de suivre une conversation, de cuisiner. C'est un détériorat silencieux, parfois si subtil, que nous le confondons avec les choses de l'âge. Mais quand vous le notez, c'est tard. Le terrible, c'est que ce processus, que nous croyons inévitable, est accéléré par des médicaments communs. Des médicaments qui éteignent petit à petit la lumière de cette bibliothèque sans que personne ne le remarque. Nous allons ouvrir cette boîte. Nous allons regarder face à face, avec courage, ce que nous prenons. Section 1. L'ennemi silencieux qui dort sur la table de nuit. Les médicaments pour dormir et pour l'anxiété chronique. Les benzodiazépines. Les médicaments pour dormir et pour l'anxiété chronique. Les benzodiazépines. S'il y a un groupe de médicaments qui symbolise la confiance aveugle envers la médecine moderne, ce sont ceux-ci. Lorazépam, diazépam, alprazolam, clonazépam. Ce sont des noms qui sonnent familiers, même réconfortants pour certains. La pilule pour pouvoir dormir un peu, pour ne pas avoir ce nœud dans la poitrine, pour calmer les nerfs. Mais ce qui se prescrit comme un soulagement momentané devient souvent une dépendance chronique. Et cet usage continu, même en dose basse, peut avoir un prix très élevé pour ton cerveau. Un prix qui est payé par la perte de ce qui nous définit le plus. La mémoire, le jugement, l'identité. Les benzodiazépines fonctionnent sur le système GABA, un neurotransmetteur qui freine l'activité cérébrale. C'est comme baisser l'intensité de la lumière dans une chambre remplie de stimuli. C'est pour ça qu'ils aident à se détendre, à dormir, à se calmer. Mais cette action n'est pas sélective. Elle ne calme pas seulement l'anxiété. Elle ralentit aussi des fonctions cognitives clés comme l'attention,
la formation de nouveaux souvenirs et la consolidation de ce qu'on a appris. Et si on les utilise de façon prolongée, cet effet s'accumule. Les études sont claires. Les adultes qui utilisent les benzodiazépines de façon chronique ont un risque significativement plus élevé de développer la démence. Certaines études suggèrent que le risque peut augmenter jusqu'à 50%, et plus la durée d'utilisation est longue, plus la relation est forte. Nous ne parlons pas d'une vague suspicion, nous parlons d'un lien répandu dans plusieurs études. En plus, les benzodiazépines altèrent les cycles du sommeil. Même si tu arrives à dormir, tu supprimes le sommeil profond, celui dans lequel le cerveau nettoie les toxines, renforce la mémoire et répare les connexions. Dormir avec une benzodiazépine est comme passer la nuit dans une chambre avec la lumière allumée. Tu te reposes, mais pas vraiment. Avec le temps, ce manque de sommeil réparateur contribue au déclin cognitif. Et ce n'est pas tout. Ces médicaments augmentent aussi le risque de chute. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'âge avancé tombe? Une fracture, une hospitalisation et un risque élevé de délire. Le délire est une altération aiguë de l'état mental qui peut laisser des conséquences permanentes et est un pas de plus vers la démence. Je vous présente Ramiro, 74 ans, veuf, seul. Il souffrait d'insomnie depuis la mort de sa femme. Le médecin lui a prescrit du lorazépam. Au début, c'était une bénédiction. Il dormait. Il sentait qu'il pouvait continuer, mais on ne lui a jamais expliqué qu'il devait en faire un traitement à court terme. Les mois sont passés, puis les années. Ramiro est devenu plus apathique. Il oubliait des choses fondamentales. Une fois, il a perdu le chemin du marché. Sa fille pensait que c'était l'Alzheimer. Mais quand un autre médecin a vérifié son histoire, la connexion a été immédiate. Ramiro avait pris 3 années de benzodiazépine chaque nuit. Le médecin qui lui avait prescrit le lorazépam était aussi en train d'éliminer sa capacité à vivre en indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Accepter l'anxiété et l'insomnie comme inévitables? Non. La solution n'est pas de souffrir. La solution est d'entendre qu'il y a d'autres façons. Tout d'abord, et je le dirai dans chaque section, n'arrête jamais un médicament d'un coup, sans parler avec ton médecin. Les benzodiazépines génèrent une dépendance physique. Les arrêter brutalement peut provoquer une crise d'anxiété sévère, une insomnie extrême et même des convulsions. L'arrêt doit être graduel et toujours supervisé. La clé est une conversation sérieuse avec ton médecin. Demande: Docteur, est-ce absolument nécessaire de continuer avec cette médication? Pouvons-nous commencer un plan pour l'arrêter? Et oui, il y a des alternatives. Pour l'insomnie, il y a des thérapies cognitivo-comportementales qui ont montré une meilleure efficacité à long terme que les médicaments. Il y a aussi la mélatonine, l'hygiène du sommeil, les exercices de relaxation et la méditation guidée. Pour l'anxiété, il y a des antidépresseurs de nouvelle génération avec un profil beaucoup plus sûr au niveau cognitif. Et surtout, il y a des outils non pharmacologiques, activité physique, connexion sociale, thérapie émotionnelle. L'objectif n'est pas d'éliminer toute l'anxiété ou de dormir comme un bébé chaque nuit. L'objectif, c'est de protéger ta tête, maintenir tes souvenirs. Et c'est, croyez-moi, plus valable que n'importe quelle nuit de sommeil artificiel. Nous avons déjà démasqué le premier coupable, celui qui se cache derrière le sommeil, mais qui affaiblit silencieusement la tête que tu veux préserver. Ce groupe de médicaments est l'un des plus insidieux. Ils ne font pas de bruit. Ils ne génèrent pas de scandale. Mais ils sont dans des dizaines de produits que des millions de personnes âgées prennent chaque jour sans savoir le prix qu'elles payent. Et le prix est élevé.
Il s'appelle déclin cognitif. Il s'appelle démence. Tu savais que certains antihistaminiques communs, des médicaments pour l'incontinence ou même certains antidépresseurs partagent une même action toxique pour ton cerveau. Tous ceux-ci bloquent un neurotransmetteur clé, l'acétylcholine. Ce messager chimique est essentiel pour l'attention, l'apprentissage, la consolidation des souvenirs. Sans acétylcholine, tes neurones restent sans langage. Et ces médicaments, connus comme anticholinergiques, bloquent ce canal de communication, jour après jour, année après année. Oxybutynin, toltérodine, diphénhydramine, amitriptyline. Ce sont des noms techniques, oui, mais ils peuvent se cacher derrière des noms commerciaux beaucoup plus quotidiens. Un sirop pour dormir, une pilule pour contrôler les fuites urinaires, un remède contre les allergies. Et dans sa notice, si tu regardes à la loupe, tu verras cette mention. Effet anticholinergique. Les études ne laissent aucun doute. Une méta-analyse de plus de 300 000 personnes a montré que ceux qui utilisaient des médicaments avec une charge anticholinergique élevée avaient un risque significativement plus grand de développer la démence. Dans certains cas, jusqu'à 70% de plus. Et le plus inquiétant, les effets ne disparaissent pas toujours en arrêtant le médicament. Le dégât accumulé peut rester, comme de l'humidité qui abîme pour toujours les murs d'une maison. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thérèse, 76 ans. Elle avait des pertes urinaires. On lui a prescrit de l'oxybutynin. La pilule a fonctionné. Elle a retrouvé la liberté. Elle a recommencé à sortir sans peur. Mais il y a quelques mois, elle a commencé à répéter des histoires, à confondre les jours. Ses enfants pensaient que c'était normal. Des choses de l'âge. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle n'ait pas reconnu sa propre maison. Aux urgences, le diagnostic a été clair. Un déclin cognitif modéré. Et l'une des causes les plus probables, sa médication. La même qui lui avait rendu la sécurité était en train de lui voler la lucidité. Je ne vous dis pas que vous devez vivre avec de l'incontinence, ni que vous devez souffrir de vos allergies sans aide. Je vous dis qu'il y a des alternatives et que vous devriez les connaître. Tout d'abord, vérifiez vos médicaments. Vous pouvez chercher en ligne s'ils ont une charge anticholinergique ou demander directement à votre médecin ou pharmacien. Deuxièmement, engagez une conversation ouverte. Docteur, ce médicament a-t-il un effet anticholinergique? Y a-t-il des options plus sûres pour ma mémoire? Pour la vessie hyperactive, par exemple, il y a les agonistes bêta-3 comme le mirabegron. Ils fonctionnent par une voie complètement différente et n'interfèrent pas avec l'acétylcholine. Leur profil de sécurité est très supérieur. Il y a aussi des options non pharmacologiques. Exercice du plancher pelvien, programme d'entraînement vésical, changement alimentaire simple comme réduire la caféine ou l'alcool. Et pour dormir, au lieu d'antihistaminiques sédatifs, vous pouvez essayer la mélatonine ou des techniques comportementales. Le message est clair. Pas tout ce qui aide le corps respecte le cerveau. Et quand on parle de mémoire, d'autonomie, de dignité, le coût invisible peut être dévastateur. Nous avons déjà 2 coupables démasqués. L'un nous vole le sommeil d'une manière artificielle. L'autre éteint les pensées de l'intérieur. Et ce qui vient maintenant, dans la section suivante, est encore plus impactant. Ce groupe de médicaments est connu pour être miraculeux. Si vous avez eu une crise d'asthme, une arthrite sévère ou une réaction allergique grave, vous connaissez probablement son effet presque immédiat. Je parle des corticoïdes systémiques comme la prednisone, la méthylprednisolone ou la dexaméthasone. En quelques heures, ils éteignent des incendies inflammatoires qui, sinon, seraient incapacitants. Mais cette efficacité a un visage caché.
Et dans le cerveau de l'adulte plus âgé, ce visage peut être dévastateur. Parce que, oui, les corticoïdes sauvent des vies. Mais ils peuvent aussi altérer l'équilibre chimique et structurel du cerveau, augmentant le risque de détérioration cognitive et de démence s'ils sont utilisés longtemps ou à dose élevée. Le problème est double. D'un côté, les effets biologiques directs, et de l'autre, les conséquences indirectes qui altèrent plusieurs systèmes, et avec ça, le fonctionnement du cerveau. Commençons par les effets directs. Les corticoïdes affectent l'hippocampe, une région critique pour la mémoire. L'excès de cortisol, que ce soit naturel ou induit par des médicaments comme la prednisone, a un effet toxique sur les neurones hippocampiques. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait mesuré dans des études d'imagerie. Réduction de volume, perte de synapses. La zone responsable de former les souvenirs est littéralement rétrécie. Passons maintenant aux conséquences indirectes. D'abord, ils altèrent le métabolisme. Ils augmentent le sucre dans le sang, provoquant ou aggravant le diabète. Le diabète est un des grands accélérateurs du déclin cognitif, même chez les personnes sans antécédents. Les hauts niveaux de glucose abîment les vaisseaux cérébraux, génèrent des micro-infarctus et favorisent des processus inflammatoires qui affectent le tissu neuronal. Deuxièmement, ils altèrent le sommeil. Beaucoup de personnes âgées prennent des corticoïdes le matin et souffrent d'insomnie la nuit. Et le manque chronique de sommeil, nous l'avons vu auparavant, empêche le cerveau de faire son nettoyage nocturne. Éliminer les toxines, consolider les souvenirs, réparer les structures. C'est comme si une ville n'arrivait jamais à se remettre des déchets. Troisièmement, ils altèrent l'humeur et la perception. L'euphorie, l'irritabilité, l'anxiété, la confusion. Ces effets secondaires sont communs, et chez les personnes âgées, ils peuvent se confondre avec la démence, ou pire encore, la déclencher lorsqu'il y a une vulnérabilité préalable. Un exemple ? Clara, 68 ans. Vivait avec une arthrite rhumatoïde. Son médecin lui a prescrit de la prednisone en chronique. L'inflammation a diminué. La douleur s'est améliorée. Mais quelques mois plus tard, Clara a commencé à avoir des épisodes de désorientation. Elle oubliait des dates, confondait ses petits-enfants. Certains jours, elle avait de l'insomnie. D'autres jours, elle pleurait sans raison. Le diagnostic est arrivé, déclin cognitif léger. La cause ? Probablement multifactorielle. Mais les corticoïdes ont été le facteur le plus clair. Son cerveau n'a pas pu supporter le bombardement quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un médicament est nécessaire ? La réponse, comme en médecine, n'est jamais blanc ou noir. La prednisone n'est pas l'ennemi. L'utilisation chronique, sans stratégie, leste. Voici les clés. Utilisez la dose la plus basse possible, le moins de temps possible. Demandez à votre médecin « Docteur, pouvons-nous déjà commencer à baisser la dose ? Existe-t-il un plan de désescalade ? Explorez des alternatives. Pour les maladies auto-immunes, il y a des thérapies modifiant le cours de la maladie qui peuvent vous permettre de réduire ou d'éliminer les corticoïdes. Pour l'asthme ou la BPCO, les corticoïdes inhalés sont beaucoup plus sûrs. Mitigez l'impact. Si vous devez continuer d'en utiliser, protégez votre cerveau activement. Contrôlez le sucre dans le sang avec une alimentation sans ultra-transformée. Réduisez le stress avec la respiration consciente. Assurez un sommeil de qualité, même si cela implique ajuster les horaires ou ajouter de la mélatonine. Et surtout, surveillez vos capacités cognitives régulièrement. Une détection précoce peut faire toute la différence. Rappelez-vous que les corticoïdes sont des alliés puissants, mais ils peuvent aussi devenir un sabotage silencieux s'ils sont utilisés sans contrôle. Et quand ce qui est en jeu est la mémoire, l'autonomie, la capacité de reconnaître vos enfants,
vous avez vraiment le droit à une conversation plus profonde avec votre médecin. Nous avons démasqué 3 médicaments qui se présentent comme solutions, mais qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent devenir des architectes du déclin mental. Et celui qui reste est le plus polémique, le plus commun en résidence. Et celui qui, dans mon expérience, peut accélérer le plus rapidement la démence. La pilule qui vole la volonté. Les antipsychotiques chez les adultes plus âgés. C'est sans doute le chapitre le plus difficile, parce qu'il s'agit d'une pratique étendue, presque normalisée, dans le soin de nos aînés. Une pratique qui naît souvent de l'épuisement, de la peur, du manque de ressources, mais qui a des conséquences dévastatrices. Je parle de l'utilisation des antipsychotiques comme la risperidone, la quétiapine, l'olanzapine ou même l'allopéridol chez les adultes plus âgés avec des troubles du comportement ou une démence. Ces médicaments ont été créés pour traiter des troubles psychiatriques graves comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Dans ces contextes bien utilisés, ils peuvent sauver des vies. Mais chez les adultes plus âgés, en particulier ceux avec démence, leur utilisation hors indication est devenue une solution rapide et dangereuse. Une pilule qui les calme, qui les rassure, qui les rend gérables. Mais ce calme a un prix. Et ce prix, beaucoup de fois, c'est l'esprit ou la vie. Les agences les plus importantes du monde, comme la FDA, ont émis leur alerte maximale, la Black Box Warning, sur l'utilisation d'antipsychotiques chez les adultes plus âgés avec démence. Pourquoi ? Parce qu'ils augmentent significativement le risque de mort. Et ce n'est pas une exagération. Il est doublé dans certains cas, triplé pour le risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'infections et oui, d'épisodes cérébrovasculaires fatals. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas d'AVC. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces médicaments déconnectent le patient du monde. Ils éteignent les émotions, réduisent le mouvement et surtout accélèrent le déclin cognitif de manière visible et rapide. Comment le font-ils ? D'abord, ils altèrent la dopamine. La dopamine n'est pas seulement la molécule du plaisir. Elle est essentielle pour la motivation, l'attention, le mouvement fin et l'initiative. En la bloquant, le cerveau entre en état d'apathie fonctionnelle. Le patient arrête de parler, de se déplacer, de regarder dans les yeux. Il semble plus tranquille, mais en réalité, il est moins conscient. Deuxièmement, ils induisent des symptômes extrapyramidaux, rigidité, tremblement, lenteur des mouvements. Tout cela limite la mobilité. Et pour un aîné, cela signifie alitement. Et l'alitement signifie isolation. Et l'isolation est un poison pur pour le cerveau. Troisièmement, ils affectent le métabolisme. Ils augmentent le risque de diabète, de cholestérol élevé, d'obésité abdominale. Et comme nous l'avons déjà vu, tous ces facteurs sont profondément liés au déclin cognitif. Quatrièmement et plus gravement, ils altèrent les rythmes circadiens, la perception de l'environnement et la régulation émotionnelle. Tout cela peut précipiter un syndrome confusionnel aigu ou délirium, qui laisse souvent des conséquences cognitives permanentes. Une crise qui commence avec une dose basse de risperidone et termine avec un diagnostic irréversible de démence avancée. Je vous présente Thomas, 82 ans. Il vivait avec une démence dans une résidence. Il avait des jours difficiles. Il s'agitait, il demandait sa femme décédée. Le personnel, épuisé, a décidé d'initier un traitement à dose basse. Au début, cela semblait fonctionner. Thomas était plus calme, plus tranquille. Mais il a aussi arrêté de sourire, de reconnaître sa fille. En un mois, il est passé de marcher dans le couloir à ne plus pouvoir se lever de sa chambre. Et en quelques mois, son déclin était si sévère
qu'on a considéré la fin de vie. La dose qui avait calmé la situation avait éliminé l'essence de qui il était. Alors, que faire? C'est la conversation la plus difficile, mais aussi la plus urgente. Si vous avez un proche qui a une démence avancée et qui reçoit un antipsychotique, vous devez être son défenseur. Posez des questions sans détour. Docteur, avons-nous essayé toutes les stratégies non pharmacologiques? Quel est le plan pour arrêter ce médicament le plus tôt possible? Parce qu'il y a des alternatives. Et la plus efficace de toutes est de comprendre pourquoi la personne est agitée ou confuse. A-t-elle une douleur physique non détectée? A-t-elle des bruits, des lumières ou des stimuli qu'elle ne comprend pas? Est-elle fatiguée, effrayée, seule? L'agitation dans la démence n'est pas un symptôme à faire taire. C'est un message qu'il faut interpréter. Il y a des interventions comportementales validées, musique personnalisée, ambiance calme, validation émotionnelle, contact physique doux, routine structurée. Et oui, elles demandent du temps, de l'effort et de la patience. Mais elles sont infiniment plus sûres et surtout plus humaines. Les antipsychotiques doivent être le dernier recours, pour le moins de temps possible et toujours avec un plan clair d'arrêt. Jamais une solution permanente, jamais une pilule pour le silence. Parce que derrière chaque dose qui fonctionne, il y a un cerveau qui s'éteint et une famille qui perd petit à petit l'être aimé qui restait encore là. Nous avons traversé un chemin difficile, je le sais. Nous avons ouvert cette boîte à pharmacie que nous regardons si souvent avec confiance, et nous avons mis en lumière 4 grands responsables du déclin cognitif silencieux. Les benzodiazépines, ces pilules pour dormir ou calmer les nerfs, qui, petit à petit, éteignent la vivacité du penser. Les anticholinergiques, cachés dans des médicaments pour la vessie ou les allergies, qui coupent la communication interne du cerveau, comme s'ils débranchaient son système électrique. Les corticoïdes systémiques, qui calment l'inflammation, mais utilisés sans stratégie, érodent l'hippocampe et l'équilibre émotionnel. Et les antipsychotiques, cette solution rapide pour la démence qui, souvent, n'est qu'un pas de plus vers la déconnexion totale. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur. Je vous le dis pour que vous preniez le contrôle. Nous vivons dans un système de santé qui, souvent, va vite, qui prescrit le plus rapide, ce qui fonctionne sans trop se poser de questions. Mais vous n'êtes pas un patient passif. Vous êtes le gardien de votre esprit ou le gardien de l'esprit de vos parents, de vos grands-parents, de ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes. Et maintenant, vous avez quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. L'information, la conscience, le pouvoir. Avec ça, vous pouvez avoir une conversation différente avec votre médecin. Pas par la peur, mais par la clarté. Pas par la plainte, mais par le droit d'être écouté. Regardez vos médicaments. Faites une liste. Demandez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de médecine pour poser des questions. Docteur, ce médicament peut-il affecter ma mémoire? Y a-t-il une option plus sûre? Et si vous prenez soin de quelqu'un qui a une démence, cette question devient une responsabilité morale. Parce que vous pouvez parler, vous pouvez décider. Vous pouvez éviter que cette personne s'éteigne plus vite que nécessaire. Si cette vidéo vous a été utile, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec votre sœur qui s'occupe de sa mère, avec votre ami qui prend des médicaments pour dormir depuis des années, avec votre groupe du centre de jour. Chaque fois que quelqu'un voit cette information, cela peut changer le destin d'une vie. Et je vous demande une dernière chose. Laissez-moi votre expérience dans les commentaires. Avez-vous pris un de ces médicaments? Avez-vous vu comment ils affectent quelqu'un de proche? Vos mots n'aident pas seulement les autres. Ils font aussi qu'on sache qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes prêts à lutter pour une vieillesse plus digne,
plus lucide, plus humaine. Prenez soin de votre tête. C'est l'endroit où vit tout ce que vous aimez. Et vous méritez de le garder illuminé jusqu'au bout. Merci pour votre temps.